Salut à tous, dans cette troisième et dernière partie de notre tuto dédié à la reproduction de la mécanique de sprint de Zelda Breath of the Wild, nous allons utiliser un matériau pour personnaliser l'apparence de notre jauge d'endurance. Dans les deux premiers tutos, nous avons créé la mécanique du sprint ainsi que le widget affichant le niveau d'endurance de notre personnage. Je vous mettrai un lien d'ailleurs en description pour ceux d'entre vous qui voudraient voir les deux premières parties. Et à la fin de ce tuto, vous aurez alors la jauge circulaire que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Mais avant de démarrer, pour ceux qui découvrent mes vidéos, je m'appelle Evans et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je vous propose des tutos que je tente de rendre les plus clairs possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, à la fin du tuto précédent, nous avons obtenu le résultat suivant. On a ainsi, ici en haut à gauche, une jauge, un widget progress bar qui représente la jauge d'endurance de notre personnage. Donc elle change de couleur en fonction de l'état du personnage, s'il est fatigué ou non, si la jauge est en train de descendre ou de monter. Et donc là maintenant nous allons utiliser un material pour créer la forme circulaire que nous voulons avoir afin d'avoir une jauge qui ressemble à celle de Breath of the Wild. Donc pour commencer, je vais aller dans le dossier Modules, Sprint, je vais faire un clic droit et je vais créer un Material Function. Alors, qu'est-ce qu'un Material Function? Il s'agit en fait, comme dans les blueprints, d'une fonction qui peut être utilisée et être appelée plusieurs fois dans un matériau classique. Donc nous allons faire appel à cette fonction un peu plus tard dans cette vidéo. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, ça nous permet d'encapsuler l'ensemble de nos fonctionnalités dans un seul bloc. Et lorsque nous allons faire appel à cette fonction dans le material, nous n'avons pas besoin de savoir quelle est la logique qu'il y a derrière cette fonction. Tout ce qu'on sait, c'est que cette fonction va nous dessiner un cercle, et plus précisément un disque. Donc là, je vais créer un certain nombre de nœuds, et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc, texture coordinate. Ensuite, je vais faire un subtract. Je vais mettre cette valeur à 0,5. Et je vais faire un vector length. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Si je fais un start previewing node, vous allez voir que nous obtenons un dégradé qui part du noir au blanc et qui est centré autour du centre de notre texture. Donc au centre, nous avons noir et plus on s'éloigne du centre, plus notre couleur est blanche. Donc ici, on a récupéré en fait les coordonnées de base de notre texture, donc les UV classiques, qui vont de 0 à 1 ici en haut en U, et de 0 à 1 en V. On a fait un subtract de 0,5 pour centrer nos coordonnées sur la texture. Et le vector length va calculer la distance qu'il y a entre chaque pixel et le centre de la texture, ce qui nous donne ce fameux dégradé. Donc plus un pixel est blanc, plus il est éloigné du centre de notre texture. Donc là, je retire le previewing pour le mettre ici, et je vais faire appel à une material function, parce qu'en fait, dans les materials, tout ce qui est bleu, ce sont des material functions. Donc ici, je vais faire appel au smooth step. Donc vous voyez là, l'avantage d'une material function, c'est que tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'on a une fonction qui nous permet de calculer la longueur d'un vecteur. Si on veut voir à quoi ressemble cette fonction, on peut l'ouvrir et on peut voir à l'intérieur que nous avons une certaine logique et on n'aimerait pas justement surcharger notre code avec avec cet ensemble de nœuds. Ici, on a très peu, mais dans certains cas, il y en a énormément. Et en fait, ça facilite grandement la lisibilité de notre code. Donc là, je vais brancher le vector length ici dans l'alpha et je vais brancher le résultat dans le résultat final. Alors, le smooth step, qu'est-ce qu'il a changé? Donc là, ici, vous pouvez voir que nous n'avons pas grand-chose de différent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le smooth step, c'est une sorte de lerp, en quelque sorte, de lerp un petit peu avancé, et qui prend en entier une valeur minimum, donc ici, par défaut, elle est à 0, et une valeur maximum, qui est égale à 1 dans ce cas-là. Et toutes les valeurs qui vont entrer dans l'alpha, qui seront inférieures au minimum, vont être noires. Tout ce qui va être au-dessus de la valeur maximum, donc ici 1, va être blanc. Et tout ce qu'il y a entre les deux, en fait, on va faire une sorte de dégradé linéaire, si je ne me trompe pas, allant de la couleur noire à la couleur blanche. Donc ici, je vais vous montrer un exemple. Donc si je mets
ça là. J'initialise cette valeur à 0,5. Donc tout ce qui est en dessous de 0,5 aura une couleur noire et tout ce qui est au-dessus de 0,5 aura une couleur blanche. Et ensuite, le maximum, plutôt que de laisser cette valeur à 1, je vais mettre ça à, admettons, 0,4. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un cercle blanc. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, en gros, j'ai inversé les deux valeurs. Donc là, si je les remets dans l'ordre, la valeur minimum, c'est bien 0,4. Donc tout ce qui est en dessous de 0,4 est noir. Donc la distance de 0,4 par rapport au centre. Et tout ce qui est à une distance au-dessus de 0,5 est blanc. Et là, vous pouvez voir que nous avons une sorte de dégradé, en fait, d'adoucissement des contours. Donc si je mettais par exemple la même valeur pour le minimum et le maximum, on a en fait un cercle qui va être bien défini. Malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, on va avoir quelques discontinuités dans les textures. Vous n'allez pas forcément voir comme ça ici, mais ça va pas forcément être super joli à voir à l'écran. Donc, en général, on essaie d'adoucir un petit peu le tout. Et on met, par exemple, à quelque chose comme 0.499. Voilà. Donc là, c'est subtil, on voit pas forcément, mais c'est un peu plus adouci. Et voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inverser ces deux couleurs parce que je vais utiliser justement cette material function pour faire un masque. Donc ici, on a un disque. J'aimerais que ce qui est blanc ressorte directement dans la sortie de la fonction. Donc là, avant de terminer cette material function, je vais créer des inputs. Donc je vais faire un clic droit, input, function input, et cela va me permettre en fait de définir à chaque fois que je vais faire appel à cette material function des valeurs en entrée. Donc comme on peut le voir ici, on a les vecteurs 2 et vecteurs 3. Ici on a le minimum, l'alpha et le maximum. Et bien là nous allons faire un nouvel input que nous allons mettre en type scalar, donc un simple nombre. On va mettre le usePreviewValue as default. Je vais cocher ça et je vais appeler cette première valeur radius. Ça va être en fait le rayon de notre disque. Donc je branche ça là. Et donc on a bien un rayon de 0,5. Donc n'oubliez pas que les valeurs vont de 0 à 1 ici. Et comme on les a centrées, on va de 0 à 0,5 et à moins 0,5. Ici, nous allons changer un petit peu la donne. Plutôt que de mettre 0.499, on va ajouter un autre input. On va appeler ça smoothness. Je vais dire que c'est un scalar. Et on va brancher cette valeur-là ici. Donc je vais la mettre à 0,01. Et en fait, ça va être en gros l'épaisseur du contour qui va être adouci en quelque sorte. Si je mets 0,01, on va avoir à 0,49. Nous allons mettre la valeur à noir en dessous de 0,49. Et de 0,49 à 0,5, nous allons adoucir les bords. Et comment est-ce que nous allons faire ça? On va faire un subtract. On va retirer 0,01 à 0,05 et ça va représenter justement notre ligne. Donc là, si par exemple j'augmente cette valeur, je dis que je veux avoir quelque chose comme, admettons, 0,1. On a donc à l'intérieur du blanc et à partir de 0,4, on va aller tout doucement vers le noir. Donc ici, je remets à 0,01 et on en a fini avec notre circle. Donc maintenant que nous avons la possibilité de dessiner un disque avec une material function, nous allons faire appel à cette material function dans un matériau qui va représenter notre jauge. Donc je fais un clic droit, material, je vais appeler ça m_endurance et je vais ouvrir ce matériau. Donc ici, je vais changer quelques paramètres. Donc le material domain, je vais le mettre en user interface parce que ce matériau va être appelé directement dans l'interface utilisateur. Et je vais changer le blend mode en translucent parce que nous allons utiliser de la translucence, de la transparence pour notre jauge d'endurance. Donc, comment est-ce que je vais faire appel au MF Circle? On a deux solutions. La première, c'est que je peux glisser directement ma material function ici. L'autre solution, c'est que justement, on aimerait bien ne pas avoir, imaginons, on ne se rappelle plus de l'endroit où on a posé
notre material function. Pour pouvoir faire appel à cette material function n'importe où, on va venir ici et on va cocher expose to library. Et je vais même mettre une petite description. Dessine un disque de rayon donné. Donc j'applique et je sauvegarde. Et donc maintenant que le expose to library est coché, on peut venir ici, on fait un clic droit et on fait mf circle. Donc on a accès à notre fonction. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Donc ici, je vais choisir un radius, je vais mettre un scalar parameter. Je vais appeler ça outer radius. Je vais initialiser cette valeur à quelque chose comme 0,5 et je vais brancher ça ici. Donc, si je lance la preview de mon matériel, il me dit qu'il y a une erreur, c'est tout simplement parce qu'il faut que je définisse un smoothness que je vais initialiser à 0,02. Je vais brancher ça là. Et donc, on a bien un disque. Qu'est-ce que je vais vouloir en faire? En fait, je vais dupliquer ces nœuds-là et je vais renommer cette variable ici en inner radius. Donc, vous allez peut-être deviner ce que je vais faire. Ici, le inner radius, je vais l'initialiser à quelque chose comme 0,2. Donc maintenant, j'ai ce cercle-là et ce cercle-là, enfin disque plutôt. Qu'est-ce que je vais vouloir en faire? Je vais faire un subtract et je vais brancher ça ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a donc bien la forme de notre jauge d'endurance de Breath of the Wild. Donc, pour résumer, ce que je viens de faire, c'est que j'ai créé un premier disque de taille 0,5, de rayon 0,5, et un deuxième disque de rayon 0,2, et j'ai soustrait le blanc du petit disque au blanc du grand disque. Résultat, on a le grand disque avec le petit disque en moins ici. Maintenant que nous avons la forme de notre jauge, nous allons créer un autre material function qui va nous permettre de faire diminuer son niveau de manière automatique. Donc ici dans Basemap, je vais faire un clic droit, je vais faire material function et je vais appeler ça mf underscore rotator. Donc je vais l'ouvrir et je vais commencer à rentrer un certain nombre de nœuds avant de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, les take chord, je fais un subtract. Je mets ça à 0,5. Et donc cette partie-là, on la connaît. Ce que je viens de faire, c'est on centre les coordonnées de notre texture. Ensuite, je vais faire appel à un vector to radial value. Voilà. Et ici, je vais sortir un add. Donc ce add, je vais le mettre à 0,3. Et je vais tirer ensuite un floor. Voilà. Donc là, je vais cocher le expose to library et je vais demander un plane. Donc si je fais un start previewing node, alors qu'est-ce que je viens de faire? En gros, j'ai centré les coordonnées de ma texture et j'ai transformé ces coordonnées en coordonnées allant de 0 à 1. Et ces coordonnées de 0 à 1 tournent dans ce sens-là, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On part de 3 heures et on fait le tour pour revenir à 3 heures. Donc là, le add 0,3 permet de définir le niveau de notre jauge. Donc de 0 à 0, on est complètement vide. À 1, on est complètement plein. Donc là, si je mets par exemple 0,5, vous voyez que ça monte petit à petit. Donc si je mets à 1, on est complètement blanc. 0, on est complètement noir. Donc là, comment est-ce que je vais appeler cette valeur-là? Justement, je vais faire un input. Et en fait, cette fonction-là, donc, ce qui va sortir de cette fonction va être utilisé pour justement venir s'ajouter à notre jauge pour la faire diminuer ou non. Donc, cet input va être de type scalar. On va l'appeler value. Et on va initialiser avec le preview.
Donc la valeur par défaut, elle va être de 0,3. Et voilà, on retrouve notre forme habituelle. Alors le floor, qu'est-ce qu'il vient faire en fait? Le floor, ce qui se passe, c'est que si je l'utilise pas, vous allez voir ici qu'en fait on a des coordonnées qui vont de manière smooth. Donc on a une interpolation, un dégradé qui va de 0 à 1 en faisant le tour comme ça. Donc le floor va permettre de dire tout ce qui est en dessous de 1, donc 0,5, 0,95 et toutes des choses comme ça, vont être mis à noir automatiquement. Et au-dessus de 1, ils vont être mis à blanc. Donc là, un autre problème, c'est que si je reviens ici et que j'augmente la valeur, vous pouvez voir qu'en fait, ici, imaginez que le blanc représente en fait la jauge qui est diminuée. Donc là, en fait, c'est l'endurance qu'il nous reste en noir. En fait, le souci, c'est que la jauge, elle diminue en partant de la droite. Or, dans Zelda, Breath of the Wild, la jauge diminue en partant du haut. En fait, ici, si je reviens là, on commence là et on descend comme ça. Donc, pour corriger ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle un Custom Rotator. Donc ici, je vais éloigner les coordonnées de la texture et je vais faire un Custom Rotator. Je vais brancher ça là. Et là, je vais envoyer les UV. Ensuite, je vais faire appel à un Constant to Vector que je branche ici et un Constant Scalar. Donc, comment est-ce que je devine qu'il faut un Scalar et un Vector 2? C'est simple, ici, entre parenthèses, vous avez V2 et S, avec en plus 0,1. Donc V2 représente un vecteur 2, vecteur 2D, et S01 demande une valeur simple, un scalar, allant de 0 à 1. Donc là, je vais mettre ça à 0,5 et 0,5, et cette valeur-là, je vais la mettre à 0,25. Donc, qu'est-ce que je viens de faire en fait avec ça? Le Custom Rotator permet d'effectuer une rotation de notre texture autour du centre, ici, 0,5, 0,5, et un angle donné qui est censé être normalisé. Donc il va de 0 à 1, 0 c'est 0 degré, et 1 c'est 360 degrés. Donc dans notre cas, 0,25, on fait une rotation de 90 degrés. Donc résultat, si je diminue la valeur ici, vous pouvez voir qu'on part bien du haut, cette fois-ci, de la texture. D'accord? Et donc là, on va refaire appel à un nœud que nous avons utilisé juste avant, parce que tout simplement, avec le floor ici, on a quelque chose qui est beaucoup trop, comment expliquer ça, trop hard, c'est trop précis. Donc on n'aime pas forcément ça avec les interfaces utilisateurs, tout simplement parce qu'on va avoir des sortes de discontinuités, comme une sorte d'aliasing dans le trait lorsqu'on va afficher ça à l'écran. Alors pour corriger ça, nous allons faire appel à notre fameux Smooth Step. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est simple, je vais brancher ça là. On va lui donner l'alpha. Et on va lui dire, écoute, ton maximum, c'est 1. Donc, tout ce qui est au-dessus de 1, tu vas mettre ça à blanc. Et ton minimum, ça va être le 1 moins l'épaisseur que je veux. Donc ici, l'épaisseur que je veux, elle sera de 0,02. Donc ça fait 1 moins 0,02. Ça fait 0,98. Donc je branche ça là. Et là, vous voyez bien qu'on a un petit dégradé. Ça permet un peu de lisser la forme. Donc on a bien notre masque qui va nous servir justement à être appliqué par-dessus notre jauge ici pour donner cette impression de remplissage. Donc j'applique et je sauvegarde et c'est tout pour le rotator. Donc maintenant que notre rotator fonctionne, nous allons faire appel à cette material function directement dans notre matériau principal. Donc ici, dans le m_endurance, on a notre jauge et on va faire appel au mf rotator. Ici, je vais faire un scalar paramètre que je vais appeler %. Je vais l'initialiser à 0,3 pour le moment et je vais brancher ça là. Donc là, si on fait un Start Previewing Node, on peut voir que notre rotator fonctionne correctement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier
ma jauge par le rotator. Et qu'est-ce que nous allons obtenir? On a donc bien notre jauge qui fonctionne bien. Donc si je mets à 0, elle est vide. Si je mets à 0,5, elle est à moitié remplie. À 1, elle est complètement pleine. Donc qu'est-ce qui vient de se passer en fait? En gros, ce qui s'est passé, c'est que là, admettons que je mets ça à 0,3, lorsqu'on a multiplié cette forme par cette forme, tout ce qui est blanc a été gardé lorsque c'est blanc des deux côtés. Donc là, c'est noir dans le cas de notre rotator, et ici, non. Mais comme il y a un des deux qui est noir, eh ben, on ne garde pas. Donc maintenant que ça, c'est fait, je peux brancher ça ici. Et nous allons tester ça directement dans notre widget. Donc là, nous avons une version de base de notre matériel, et nous allons l'intégrer au widget pour voir s'il fonctionne correctement. Donc ici, dans le base map, je vais ouvrir le WBP_endurance. Et donc la version que nous avons, elle utilisait à la base une progress bar. Ici, je vais supprimer ma progress bar et je vais ajouter une image. Cette image ici, dans Brush, là, je vais choisir mon Material Endurance, M_endurance. Voilà, donc l'endurance est bien ajoutée ici. Je vais changer ça en Desired, voilà. Hop. Et nous allons commencer par changer la logique de notre graphe. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a des appels à notre progress bar et ça ne fonctionne pas correctement ici. Donc le designer, je vais changer le nom de ma progress bar. Je vais appeler ça gauge pour jauge. Je compile et je vais dans le graphe. Alors, ici, on voit qu'on fait appel à une fonction set% qui était normalement donnée pour la progress bar. Mais comme nous avons un matériel, cette fois-ci, nous ne pouvons pas faire appel à ce genre de fonction. Donc nous allons créer notre propre événement qui va modifier le pourcentage automatiquement. Donc je fais un clic droit, je vais appeler ça custom event et je vais appeler set%. Ensuite, ici, dans l'event construct, je vais récupérer, lorsque le widget est ajouté à l'écran, son matériau. Donc là, je vais faire un get et je fais un get dynamic material. Je branche ça là et je vais faire un promote variable et je vais appeler ça material. Donc je branche ça ici et qu'est-ce que nous allons faire là? Je vais faire le material et je vais faire un set scalar parameter value. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller chercher un paramètre de type scalar dans notre matériau. On va donner son nom ici et nous allons modifier sa valeur. Donc ici, on va prendre la valeur du %. Donc je vais copier le nom de ce scalar parameter et je vais venir le coller ici. Et quelle valeur allons-nous donner à ce %? Ben, en fait, c'est la valeur d'endurance de notre personnage. Donc je vais brancher ça là. Comme ça, au moins, on peut rentrer les paramètres directement ici. Je vais compiler. Et ici, je vais supprimer l'appel à set%. Je vais appeler le mien. Donc, set%. Ici, en fait, on le mettait à 1 par défaut pour que la jauge d'endurance soit pleine au début du jeu. Et je vais changer tous les appels à la fonction set%. Donc ici, je vais retirer ça. Et je vais faire un set%. Voilà. Et donc, où sont les autres erreurs? On a des erreurs lorsqu'on change la couleur de la barre de progression. Donc, je vais supprimer tout ça pour le moment et nous allons nous occuper de la couleur un peu plus tard. Donc, je supprime ça. Je compile, je sauvegarde et je lance l'exécution. Donc là, la forme est un petit peu déformée. Donc, il s'agit en fait du widget par défaut dans le dossier UI ici. On a le widget main, je vais l'ouvrir. Et ici, en fait, au lieu de lui donner une taille comme nous avons fait avec la barre tout à l'heure, nous allons donner une taille définie. Je vais mettre ça à 150 par exemple. Voilà. Comme ça, au moins, nous avons une forme qui est bien arrondie. Donc, une fois que je lance l'exécution, on a donc bien notre barre personnalisée qui apparaît. Et on a bien le niveau qui diminue
en fonction de l'endurance du personnage. Maintenant que la version noir et blanc de notre matériau est terminée, nous allons lui ajouter les couleurs correspondant aux 3 différents états de la jauge. Donc pour rappel, si on retourne dans le WBP Endurance, ici nous avons 3 états possibles. Le Replenishment Color, qui est censé être vert, le Depletion Color que nous allons voir ensuite, et le Tired Color, qui est censé être rouge. Donc comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons venir ici dans le Material, et donc là, on a le niveau de la jauge. Pour changer la couleur de cette jauge, c'est assez facile. Nous allons faire un Multiply, et on va multiplier cet élément-là par une couleur. Donc là, je tire un vecteur 3, je vais brancher ça là, et je vais lui donner une couleur verte. Donc ici, on a bien la couleur verte pour le Replenishment. Pour le Tired, ici, lorsque le personnage est fatigué, on va faire la même chose. Et cette fois-ci, nous allons lui donner la couleur rouge. Voilà. Donc au moins, on a les 2 couleurs de ces 2 états. Maintenant, nous allons passer au Depletion State, donc celui dans lequel le joueur est en train de sprinter, justement. On fait diminuer la jauge d'endurance. Alors, il va être assez particulier à mettre en place parce que nous allons devoir faire quelques petites opérations. Donc, pour corriger ça, nous allons tirer ici un câble et on va faire ça multiply. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire tout de suite? En fait, si vous regardez au début de la vidéo, en fait, lorsqu'on a la jauge verte ici, et que le joueur est en train de sprinter, là, ici, nous avons en fait une petite zone qui clignote entre le jaune et le rouge. Et nous allons essayer de reproduire justement cette petite zone. Donc là, je prends la jauge qui est pleine, ici. Je vais réutiliser le MF Rotator, que je vais brancher là. Mais cette fois-ci, plutôt que de prendre la valeur du pourcentage, je vais prendre la valeur du pourcentage à laquelle je vais retirer, donc subtract, un certain, une certaine valeur. Donc là, je vais tirer ça là, je vais brancher ça ici, et je vais mettre cette valeur à, par exemple, 0,05. Donc, cette valeur-là, je vais convertir en paramètre, et je vais appeler blinking part. Donc là, si je fais un Start Previewing Node, en fait, on ne voit pas énormément de différence. Par contre, là où vous allez voir la différence réelle, c'est en faisant ici. Donc là, ici, nous avons la partie du pourcentage classique, et ici, nous avons le pourcentage moins la taille de la zone qui clignote. Donc si je fais ici un subtract, et que je branche ça là, vous allez voir qu'on a donc ici une toute petite portion. Et c'est cette portion-là que nous allons faire clignoter. Alors, ce qui va se passer, c'est que la zone de la jauge qui va diminuer, donc ici nous aurons cette version-là, plus la petite zone en rouge, et en fait, là, cette version-là, elle correspond à celle-là. Donc nous allons additionner ces deux-là, ces 2 versions, avec chacune sa propre couleur. Donc cette version-là, c'est assez facile. On va faire appel à un multiply et on va utiliser la couleur vert. Voilà. Donc là, on a la partie verte de notre jauge. Maintenant, il nous faut la partie qui clignote. Donc là, nous allons faire un multiply et nous allons devoir multiplier ça par quelque chose qui va nous permettre de faire clignoter, qui va nous faire changer la couleur entre le jaune et le rouge. Donc déjà, jaune et rouge, nous avons besoin de nos 2 couleurs ici. Donc le rouge, il va être ici, voilà. Et le jaune, je vais mettre ça à 1, et voilà. Donc pour changer entre ces 2 couleurs, pour alterner entre ces 2 couleurs, je vais utiliser un Linear Interpolate.
Le linear interpolate, il va choisir l'une ou l'autre en fonction de l'alpha qui va être donné en entrée. L'alpha, comment est-ce que je vais le définir? Ça va être assez facile. Je vais faire un sign. Je vais brancher ça là. Et je vais prendre un time que je vais multiplier ici par une valeur. Bon, on va dire que je vais mettre ça à, admettons, 3. Et donc, le sign, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire alterner entre le blanc et le noir. Donc, j'arrête, sinon on va être un petit peu en crise d'épilepsie. Et en fait, il va alterner entre 0 et 1 de manière relativement smooth. Et il va brancher ça là. Et lorsqu'on va avoir 0, on va donner du rouge. Lorsqu'on va avoir 1, on va donner du jaune. Donc là, si je fais un start previewing node, on a bien rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Et qu'est-ce qui va se passer? Si je branche ça là, on a donc bien notre petite zone qui clignote. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à additionner ces deux résultats. Donc on prend le vert et on ajoute ça au rouge. Et on a donc bien notre petite zone qui clignote. Donc là, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a obtenu le depletion state. Donc maintenant que nous avons nos trois couleurs qui correspondent aux trois états ici, nous avons besoin d'un moyen de pouvoir alterner entre ces trois couleurs de manière assez simple. Donc ici, je vais utiliser une petite astuce. Je vais prendre un if. Alors, le if, il va prendre en entrée deux valeurs, A et B. Je vais donner une première valeur de 0 ici, et une deuxième valeur que je vais convertir en paramètre, et je vais appeler ça state. Et en fait, le if, qu'est-ce qu'il va faire? En sortie, il va envoyer soit la valeur qui est donnée en A supérieur à B si A est supérieur à B, il va envoyer cette valeur-là si A est égal à B, et il va envoyer cette valeur-là si A est inférieur à B. Donc moi, je vais partir du principe que A supérieur à B, donc ici, lorsque on donne par exemple 1, si je donne une valeur de 1, on a donc A supérieur à B, et on va sortir ici. Je vais demander un replenishment. On va avoir trois états. Je vais mettre un commentaire tout de suite. 1 égale replenish. Ensuite, 0 est égal à deplete. Et moins 1 est égal à tired. Comme ça, au moins, on peut donner trois valeurs dans le state ici. Donc, le 0, c'est égal à deplete. Donc ici, le depletion. Donc si je renvoie 0 égale 0. Et moins 1, ça envoie le tired. Donc si je branche ça là, dans le final color, donc là, je suis à un état de 1. Donc, hop. Pourquoi est-ce que ça ne donne pas? Oui, c'est parce que je fais un preview ici. Et en fait, il faut que je le mette stop previewing node. Voilà. Donc 1, on est en replenish. Si je lui donne la valeur 0, on est en deplete. Et si je lui donne la valeur moins 1, on est en tired. Donc je vais mettre par défaut une valeur de 1. Et nous allons utiliser ces paramètres-là, ce paramètre-là, pour modifier la couleur de notre jauge. Donc maintenant, dans le WBP Endurance, ici, ça va être assez rapide à mettre en place. On faisait appel à une couleur tout à l'heure. Donc je vais faire un ici, je vais ajouter une autre fonction, donc à faire un custom event. Et je vais appeler ça setColor. Ça va être un setScalarParameter. Et cette fois-ci, le setScalarParameter, c'est pas le person que nous allons changer, mais bien le state. Voilà. Et je vais ajouter mon commentaire qu'il y a ici directement dans le widget. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais ajouter un comment. Je vais appeler ça 1 égale replenish. 0 égale deplete. Et moins 1 est égal à tired. Comme ça, au moins, je sais quelle valeur je veux utiliser. Donc là, dans l'appel au setReplenishmentColor, je vais faire un setColor.
hop, un set color opacity, je veux bien faire appel à un set color. Donc ma fonction à moi ici. Donc le replenish, j'ai dit que c'était à 1. Le depletion, j'ai dit que c'était à 0. Et le tired, j'ai dit que c'était à -1. Donc là, si je compile, que je sauvegarde et que je lance l'exécution, on a donc bien notre barre qui fonctionne correctement, qui change de couleur. Et si je vais jusqu'au tired, notre barre devient toute rouge. Donc maintenant que les couleurs fonctionnent, il ne nous reste plus qu'à retirer les contours noirs qu'il y a sur notre matériau. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le M-Hindrance. Et en fait, on pourrait croire qu'il suffirait de brancher directement cette version-là, donc la version de base de la forme, directement dans l'opacité. Ça pourrait suffire en fait, parce que là, si j'applique, je sauvegarde et je lance l'exécution du jeu, on a bien la forme qui est respectée, mais nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire cette forme-là à la jauge d'endurance. Donc le niveau d'endurance, on va retirer ça. Résultat, on va obtenir l'autre partie de la jauge. Ici, c'est le niveau qu'il nous reste, et ici, c'est le niveau que nous n'avons plus. Donc, nous allons faire en sorte que, justement, cette partie-là soit légèrement grisée. Donc, je vais multiplier ça par quelque chose comme 0,5. Et je vais ensuite additionner le résultat à cette jauge-là. Résultat, en fait, ce qui reste comme endurance ici sera complètement opaque et ce qui a été consommé va être légèrement transparent. Donc si je branche ça là, si j'applique et je sauvegarde et que je lance l'exécution de mon jeu, on peut voir que notre jauge d'endurance à la Zelda Breath of the Wild est complètement fonctionnelle. Alors, si vous voulez continuer votre apprentissage d'Unreal Engine en attendant la suite de cette série, vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos qui vont apparaître ici à droite. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours très plaisir. C'était Evans, à très bientôt. Ciao!